Ça fait plusieurs années. J'ai commencé très jeune à faire de la peinture, du dessin plus au départ. Puis sculpture aussi, dans le fond, moi, c'était de travailler avec mes mains surtout. J'étais beaucoup dans ça, le dessin, la peinture, la sculpture, la plasticine, puis etc. Quand on part d'une idée qui est déjà définie, ça te contraint. Donc, au niveau de l'art, je trouve que ça enlève l'aspect spontané, l'aspect vraiment créatif. Moi, c'est sûr que la façon de peindre, c'est très spontané. On relie ça souvent aux automatismes, qui est de Paul-Émile Bordua. Dans le fond, c'est une façon de faire qui n'est pas préconçue. Donc, quand je pars un tableau comme tel, bien, je vais partir un tableau vraiment avec des traits. Je travaille beaucoup dans l'abstraction. C'est vraiment long avant que j'arrive à pondre quelque chose, je pourrais dire. Donc, je joue beaucoup avec les profondeurs, les lignes, les couleurs. C'est ce qui va me permettre, moi, de faire ressortir à un moment donné une image, quelque chose. J'ai pas de style comme tel, quoiqu'il se définit par le fait même, là, parce que en le faisant, j'essaie dans le fond d'être le plus, d'avoir mon style à moi, d'être honnête avec moi-même, pas d'aller copier, bien sûr, mais d'aller m'inspirer quand même des autres. Ça m'inspire, puis tout ça passe dans le filtre, dans le fond, de moi-même, dans mon filtre, puis là, ben, petit à petit, ça sort. Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle émission Mosaïque. Aujourd'hui, je reçois un artiste dont le parcours est jonché d'instruments de musique, de scie, de marteau et de toile. Sébastien Bordua, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bien, merci. Sébastien, première question d'entrée de jeu, là. Oui. Quand tu arrives aux douanes, Oui. tu dis quoi aux douaniers? Tu te présentes de quelle façon? T'es artiste, t'es menuisier, comment te présentes-tu? C'est une très bonne question. Ah, c'est pas à vrai dire, avant le douanier, toutes les gens qui je rencontre finalement, qui me demandent qu'est-ce que je fais dans la vie, avant, c'était assez clair. Ébéniste, je pense que c'était assez... c'est une capsule assez complète. On a tout par ça. Maintenant, je travaille plus en ébénisterie comme tel. J'ai cessé mes activités à ce niveau-là. J'avais mon entreprise. Là, je travaille maintenant au Collège Bourget comme technicien en travaux pratiques. Et je fais aussi, dans le fond, je pourrais dire moitié-moitié. C'est vraiment ce qui complète mes journées. Je fais pas de l'ébénisterie, mais des arts visuels. Depuis peut-être 3 ans, j'ai commencé à faire ça. Donc, au début, je disais toujours technicien, puis à chaque fois que je disais technicien, je me disais, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je n'étais pas d'accord avec ça, le fait de dire ça, mais au moins, c'était plus facile. Quoi qu'il fallait que j'explique c'était quoi que je faisais, mais c'était plus facile à expliquer. Puis petit à petit, les arts visuels ont pris de plus en plus de place. Je ne pensais pas au départ en faire autant. Et ils ont pris de plus en plus de place. Puis c'est comme quelque chose que j'ai ressorti, peut-être la crise de la quarantaine, je ne sais pas, que j'ai ressorti il y a longtemps dans mes études en art, qui était vraiment mon fondement, les arts visuels, qui fait qu'après j'ai bifurqué ébénisterie. C'est ça, parce que ton parcours est en art. Au départ, il était en art. Oh, oui. Donc, c'était en toi l'artiste. Oui. C'est un artiste ébéniste, dans le fond. Quand tu es arrivé en ébénisterie, tu étais artiste. J'étais artiste. Tu n'es pas né artiste à l'aube de la quarantaine ou avant ou un petit peu après. Là. Non, c'est ça. On a ça en soi. Oui, c'était vraiment en moi. Puis peut-être, tu sais, qu'avec le temps aussi, au départ, j'étais en art visuel. Puis là, ben, à un moment donné, quand tu fais art visuel, après ça, j'ai continué, j'ai bifurqué en musique, en contrebasse. Puis c'était toujours des choses complémentaires, finalement. Quand j'étais en art visuel, le soir, je faisais de la musique à Montréal beaucoup, dans un groupe de musique. Puis quand j'étais en musique, l'inverse, je faisais des expositions, puis tout ça en art visuel. Donc, ça a toujours été très complémentaire. Puis après ça, à un moment donné, bien, c'est sûr qu'après 2 decks, tu finis par dire, bien, il faut que l'argent rentre un petit peu. Il y a comme une convention, on dirait, dans la mesure où, tu sais, quand on se fait aborder par des gens qu'on connaît peu ou pas, la première question, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, non pas qui tu es, par exemple. Exact. Et là, il faut se justifier. Ouais. Est-ce que c'est difficile à assumer le fait de dire « je suis un artiste ». Oui, bien, je venais à ça justement, puis ça a comme été... j'ai fait mon exposition solo, mon première exposition solo en 2016, et ça a comme été... J'ai dit à une amie, j'ai dit, c'était un coming out. C'est comme si, avant ça, j'avais pas le recul, j'avais pas l'acquis, puis j'avais pas aussi peut-être la maturité de dire « je suis un artiste ». Puis encore aujourd'hui, des fois, tu jongles un peu avec ça, puis artiste... À chaque fois que je dis ça, je trouve ça vraiment drôle, voir l'expression des gens, puis voir un point d'interrogation total, puis de dire qu'est-ce que c'est que cette bébête-là devant moi, puis tout ça. Qu'est-ce qu'il fait, comment qu'il fait, puis tout ça. Donc,
Je suis encore un petit peu... je me retiens un petit peu encore de dire que je suis artiste, mais définitivement, ça prend de plus en plus de place dans ma vie, dans mon quotidien. Mais grosse question, là. Qu'est-ce qui fait qu'un médecin, avec fierté, va dire « je suis médecin, puis je pratique, peu importe là, dans quelle discipline », mais qu'un artiste, par moment, a pas une réticence, mais va peut-être regarder dans le regard des gens, justement, va voir ce point d'interrogation-là. Est-ce que c'est parce qu'on est dans une société qui... voyons les artistes dans un certain créneau et qu'on a un paquet de préjugés associés à ça? Ou c'est-tu dans la façon de voir l'artiste qu'on... Je pense que oui. Je pense qu'inévitablement, l'artiste a toujours eu cette image-là, finalement, de quelqu'un qui n'est pas nécessairement à son affaire ou qui voit les choses un peu autrement. Puis en effet, de toute façon, on voit les choses autrement. Peut-être que bon, j'ai un petit TDAH à quelque part qui est caché, camouflé, qui fait que j'ai toujours vu les choses autrement. Mais d'expliquer, de faire les choses, je pense que tu es artiste jusqu'à temps que tu fasses quelque chose qui est reconnu. Puis quand tu es reconnu, là, tu es une personne vraiment connue. Tu deviens de nobody, artiste, à quelqu'un qui est enfin reconnu. Il y a beaucoup de peintres, tout ça. Tu sais, tu parles de Picasso. C'est drôle, mais je trouve pas qu'on associe Picasso à artiste. Curieusement, je trouve que les gens, ils voient de Picasso quelqu'un de grand, quelqu'un de majestueux. Fait que tu passes, il n'y a comme pas d'entre-deux. Tu es comme là, puis après ça, tu finis en haut. On le souhaite tous, là, bien sûr. Là. Puis avant de passer à côté, Sébastien, parce que c'est important, on a quelques-unes de tes œuvres ici. De quelle façon tu te définis justement comme artiste? Parce qu'on sent que ce côté, on sent que ton histoire parcourt tes œuvres, que ton vécu dans ça. De quelle façon, toi, tu te définis comme artiste, ta signature? Une signature, c'est quelque chose que tu bâtis vraiment, du moins que moi, je veux faire. Je veux vraiment me bâtir une signature qui est la mienne, en laissant le plus possible tomber les stéréotypes, tous les classiques que tu vois, que tu rencontres. Puis des fois, ça peut être très tentant, mais bon, j'aime mieux, moi, aller vers vraiment la création. C'est plus difficile, j'imagine aussi. C'est plus difficile, c'est très demandant, moi, de construire un tableau. Au départ, ça peut être extrêmement long, puis surtout que ma façon de procéder, moi, j'ai jamais de croquis préalablement fait. Je ne vais jamais travailler sur un croquis, puis après ça, dire, bon, je vais faire ça en tableau. Le tableau, il commence. J'en ai souvent une dizaine de tableaux à la fois. Puis je pars, puis c'est les formes. Dans le fond, c'est un petit peu comme un sculpteur qui va modeler, façonner sa pâte pour finalement donner une forme. Bien, moi, je façonne les couleurs, je façonne les profondeurs, les lignes, les courbes. Puis au bout de la ligne, bien, il y a quelque chose qui commence à sortir. Et c'est là que je trouve que l'inconscient intervient. Puis un petit peu l'irrationnel, quelque chose comme... En général, tous les tableaux que j'ai faits, il n'y en a pas un que j'aurais fait de façon rationnelle, que j'aurais dit, bon, bien là, comme celui-là, je vais faire un éléphant peut-être caché qui aurait l'air de ci, de ça. Tout ça va devenir, au fur et à mesure, dans le fond, que le tableau va progresser, il va apparaître, puis après ça, la thématique vient, puis encore là, c'est l'actualité qui fait souvent surface. Ou ce que je vis, des moments où ce que je vis dans ma vie. Les gens vont avoir leur propre lecture aussi. Et après, les gens vont avoir définitivement leur propre lecture. Puis c'est ce qui est intéressant, dans le fond, de ne pas trop définir les œuvres puis laisser une place un petit peu à l'imaginaire. Là, donc, tu peux travailler 10 œuvres en même temps à la fois? Oui. Oui, vraiment. Wow. Bien, c'est pas mal toujours ça parce que j'ai déjà essayé de faire une œuvre à la fois, puis ça devient un petit peu, comment je pourrais dire ça devient un peu intense parce que tu es complètement concentré sur l'œuvre et c'est à ce moment-là, des fois, que tu vas commencer à embarquer dans des stéréotypes. Tu as comme trop d'attachement avec l'œuvre, puis tu veux pas, quand ça fait des heures et des heures que tu passes sur un tableau, tu veux pas le manquer. Tu veux juste qu'il finisse, qu'il aboutisse, puis tout ça. Parce qu'il y a une question de rentabilité aussi à un moment donné. Donc ça, quand ça commence à intervenir, dire « faut que je dois le finir », bien là, c'est là que tu vas aller avec des petits chemins plus faciles. Tu vas couper court, puis là, bien, tu vas aller avec souvent, tu vas sortir du figuratif qui est plus facile, plus atteignable, dans le fond, pour les gens. Et donc, indirectement plus vendable. Fait que c'est toujours en ayant 10 à la fois, bien, à un moment donné, je perds le compte de combien de temps j'ai mis sur un, combien de temps j'ai mis sur l'autre. Puis là, bien, j'ai toujours la confiance, dans le fond, sur ce qui va finaliser à la fin, peu importe le temps que ça va prendre, peu importe la dimension. Des fois, j'ai des petits tableaux qui prennent 4 fois le temps qu'un gros tableau. Donc, pour moi, c'est l'essence, mon essence, qui doit se retrouver sur le tableau. Si c'est pas ça, c'est pas mon tableau. Mais tu parlais de vandale, tantôt, pas vandale, mais est-ce qu'on, justement, on aborde une œuvre en se disant elle va plaire à un certain public ou je dois
Il faut gagner sa vie, en quelque part. Donc ça, est-ce que c'est dans cette réflexion-là aussi, quand on... Ah oui, c'est clair. C'est un combat éternel, dans le fond. Tu es toujours en train de te dire vers quel créneau je m'en vais, tout ça. Puis on voit aussi, tu vois les artistes qui y a autour, tu vois ce qui vend moins. Définitivement, il y a des styles qui se vendent très bien. Présentement, il y a des styles qui se vendent très bien. Bon, il y a beaucoup de peinture, pas de peinture, mais je dirais j'appelle ça un peu de la peinture garochée, tu sais, on aime ça, la gestuelle, on aime ça, tout ça. Est-ce que c'est qu'on aime la gestuelle ou que les artistes se sont finalement adaptés à une rapidité d'exécution pour être rentables, pour pouvoir survivre, qui fait que c'est ça que les gens aiment? Je pense que c'est peut-être plus ça. Je pense qu'il faut laisser la chance aux spectateurs de découvrir d'autres sortes d'œuvres, d'autres choses qui existent. Mais pour ça, on doit plonger dans la démarche, on doit plonger dans la technique utilisée, on doit plonger dans tout ça. Mais c'est ça. Il faut qu'il y ait les plateformes pour ça aussi. Il faut qu'il y ait les artistes qui poussent un peu aussi vers ça. Et non juste l'aspect commercial. Bien sûr, il faut que tu arrives à vivre. Moi, c'est pour ça, un petit peu, j'ai un emploi, ça me permet un certain recul, ça me permet une certaine indépendance de tout ça, que je peux vraiment me plonger dans mes choses. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est toujours le même combat, de toute façon, quand même. Sébastien, il y a plein d'autres questions que j'aurais aimé ça aborder avec toi. Je pense que ce que je retiens, grosso modo, c'est que les gens qui nous écoutent, doivent connaître, doivent aller voir ce que vous faites pour comprendre justement la démarche qui est derrière ça, puis qu'une œuvre vaut tellement plus que toutes ces images-là qu'on peut se procurer naturellement, parce qu'on va chercher au-delà de la décoration. Là. Oui. Je pense qu'on va chercher quelque chose de beaucoup plus sensible, puis on va un peu, en profondeur, connaître un peu plus l'artiste par son œuvre, puis avoir une relation avec lui en bout de ligne. Oui. En regardant ça, on peut reconnaître Sébastien Bordua, puis c'est pour ça que j'aurais aimé ça poursuivre l'entrevue pour dire, analyser un peu plus la toile, mais il va falloir te réinviter, Sébastien. Ah, déjà fini. C'est déjà terminé. Merci infiniment merci à vous. de cette rencontre-là. On se reprend très bientôt. Certainement. Et tant qu'à vous, on se retrouve dans quelques instants. Restez là. Salut. De retour à l'émission Mosaïque, où on se retrouve à l'église Saint-Michel de Vaudreuil, qui est un des points de culture de la ville de Vaudreuil-Dorion. Et il n'y a personne de mieux placé pour nous parler de l'église Saint-Michel que Sébastien Daviau, qui est conservateur au musée. Salut Sébastien. Bonjour Patrick. Merci d'être là. Plaisir. Sébastien, on a deux personnages très importants qui sont liés à l'histoire de l'Église, qui sont Jean-Baptiste de Guire ainsi que Philippe Liébert. Et sont importants en raison de ce qui se trouve derrière moi. Mais maintenant, c'est plus derrière moi, c'est devant nous, Sébastien. Oui. Sébastien, on est devant le maître-autel qui a été construit par Philippe Liébert, justement. Oui. Pourquoi ces deux personnages-là, Jean-Baptiste de Guire et Philippe Liébert, sont-ils si importants pour l'histoire de l'Église? En fait, c'est deux personnages qui sont essentiels pour la construction et la décoration de l'Église. Vous avez Jean-Baptiste de Guire, qui est le curé qui a supervisé la construction de l'Église. C'est lui qui a donné la première pelletée de terre, on pourrait dire, qui a donné l'impulsion première. L'impulsion, puis il y a un lien fort avec Liébert, c'est que ces deux personnages se connaissaient avant la construction de l'Église et avant le début de la décoration intérieure de l'Église. Parce qu'il faut comprendre, Jean-Baptiste de Guire n'était pas curé, n'a pas toujours été curé là, avant ça. Effectivement. Souvent, pour faire rire un peu, on dit toujours que Jean-Baptiste de Guire était curé de père en fils, parce qu'en fait, Jean-Baptiste de Guire avait une vie avant de devenir curé. Il était forgeron à la Pointe-aux-Trembles, donc sur l'île de Montréal, et son père était maçon, donc c'était un artisan. Et il était marié, il a eu 7 enfants, et lorsque, à la fin, sa femme, à l'âge de 28 ans, est morte en donnant naissance à leur 7e enfant, ça donnait un choc psychologique à Jean-Baptiste de Guire, et c'est là qu'il a décidé de devenir curé et à la prêtrise. Et en 1780, il est devenu curé
à Saint-Michel, à la paroisse Saint-Michel. Il a entrepris de faire construire l'église. Il savait, j'imagine qu'il savait un peu, étant forgeron, qu'il savait peut-être un peu ce qu'il voulait, et c'est pour ça que c'est associé avec Liébert. Puis Liébert, en fait, effectivement, Liébert était aussi, à l'époque que Jean-Baptiste de Guire était à Pointe-aux-Trembles, Liébert était également artisan-sculpteur à la Pointe-aux-Trembles. Et on a découvert tout récemment que Jean-Baptiste de Guire et sa femme, Anne-Marie Sénécal, étaient parrain et marraine d'un des enfants de Liébert. Donc, de Guire a demandé à quelqu'un qu'il connaissait bien, avec qui il était ami, de venir sculpter les premières œuvres de l'église Saint-Michel. Mais justement, ça se passe comment, Sébastien, à partir du moment où le curé de Guire a l'idée de construire l'église et de faire venir après ça Liébert pour faire les premières sculptures? Il y a quand même un délai, là? Effectivement, l'église a commencé à être construite vers 1783 et elle était terminée vers 1787. Et Liébert arrive avec ses premiers éléments sculptés dans l'autel, parce que ça coûte très, très cher, en 1792, donc pratiquement 5 ans après la fin officielle de la construction de l'église. Et il commence par le maître-autel. Il fait également les autels latéraux, il fait la chaire, il fait le chandelier pascal. Il fait également la décoration de l'ensemble il sculpte du maître-autel, donc le tombeau, le tabernacle, les chandeliers et également, bien sûr, le couronnement de l'autel. L'électricité est venue après, je pense. L'électricité est venue après, oui. Maintenant, on peut éliminer certains petits anges. Mais quand on est devant cette œuvre-là, est-ce qu'à l'origine, c'est le curé de Guire qui s'est dit, moi, j'aimerais ça avoir ça, avec les chandeliers comme ça, la croix, les saints de chaque côté. Est-ce que c'est lui qui dit qu'est-ce qu'à peu près il veut faire ou il laisse carte blanche à Liébert à ce moment-là pour dire, propose-moi quelque chose? Mais en fait, c'est que les sculpteurs, quand on parle de patrimoine religieux ou des éléments religieux, ils devaient suivre ce que le Vatican, des préceptes. Ils devaient suivre vraiment, chaque élément devait être représenté. Et à partir de là, il y avait même des modèles aussi que Liébert s'inspirait des modèles européens, etc. Et il va suivre il va mettre ces éléments de décoration à travers ça. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que là, on le voit, le maître-autel, comme les autels, décoré et peint par François-Édouard Meloche en 1883, quand il a fait l'ensemble du décor peint. Donc, près de 100 ans plus tard. Près de 100 ans plus tard. Okay. Et à l'origine, le maître-autel, comme les autels latéraux, on a découvert ça aussi tout récemment, le tombeau de l'autel, donc la partie inférieure, était peint, mais en verre, pour donner l'impression de marbre. Et la partie supérieure, qu'on appelle également, on appelle le tabernacle, ça, c'était tout doré à la feuille d'or. Okay. Et les chandeliers, pour donner l'impression, parce que c'est tout en bois, bien entendu, l'ensemble de l'œuvre, pour donner l'impression que c'est encore plus riche, les chandeliers et la croix d'autel, pas celle-là qu'on voit présentement, mais celle qui était là à l'origine, étaient argentés à la feuille d'argent, pour donner l'impression que c'était de l'orfèvrerie, donc fait par des orfèvres. Et c'était donc, on voyait, la partie basse était verte, la partie haute était dorée, et par-dessus ça, on avait les 6 chandeliers, mais de couleur argent. Puis, est-ce que cette œuvre-là devait être simplement là pour montrer... C'est un élément décoratif, mais est-ce qu'il y avait un sens pratique? Les chandeliers, par exemple, est-ce qu'on s'en servait? Les chandeliers, on s'en servait, puis bien sûr que c'est relié à la liturgie. Donc, à cette époque-là, on parle jusqu'à dans les années 60, le curé disait la messe face à l'autel. Donc, dans le... Oui, c'est ça. C'est ça, dos aux paroissiens et face à l'autel, parce qu'en fait, Dieu, dans le cœur, était là. Et il prenait, dans le fond, les vases sacrés qui se retrouvaient dans la partie centrale du tabernacle. Et là, il va dire la messe vraiment dos en latin, bien entendu. Mais après Vatican II, il s'est retourné de bord. Et là, c'est là qu'ils sont apparues les petites tables d'autel dans lesquelles on est appuyé. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas ça. Le cœur était dégagé. Et là, il faut penser aussi qu'on a même un privilège. Parce qu'avant, les laïcs, qui n'étaient pas... en fait, les paroissiens n'avaient pas accès au cœur. C'est seulement les prêtres qui pouvaient y avoir accès. D'où la petite balustrade
qu'on appelle, qui permettait de diviser vraiment le lieu sacré, très, très sacré, Du lieu profane. du lieu profane, c'est ça. Est-ce que le maître-autel était déjà positionné de cette façon-là avec les marches et tout? Exactement. Puis, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à tout récemment, il y a eu une certaine époque où il y a eu un tapis industriel qui a été mis. On a fait la restauration. Un tapis industriel? Oui, oui, qui a été mis dans les années 80-90. OK, récemment? Récemment, là, tout à fait. OK. Puis là, durant le cadre de la restauration du chœur de l'Église, on a décidé d'enlever le tapis et on est revenu à la couleur d'origine du plancher. Et également, on a retrouvé sur le promontoire, sur les 3 marches, on a retrouvé également les éléments décoratifs qui se retrouvaient. Parce qu'on les voyait là. plus. On les voyait plus du tout. Là, on avait un tapis un peu ciel, bleu, gris, très ras. Donc, on voit vraiment, on a vraiment l'impression de ce que pouvaient voir Jean-Baptiste de Guire, également Philippe Liéberg, lorsqu'ils ont terminé leur ensemble décoratif. J'imagine, Sébastien, pour quelqu'un qui est conservateur au musée comme toi, c'est un peu un défi, justement, de vouloir, d'avoir l'œuvre telle qu'elle ou telle qu'on l'avait imaginée à l'origine. Oui. J'imagine que ça doit être un défi aussi de vouloir que ce soit ça partout, oui. Ce qui n'est pas nécessairement le cas. Mais avec l'Église Saint-Michel, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tenté d'avoir une capsule temporelle. Quand on a fait la restauration, c'est vraiment garder la centaine d'années de décoration. Donc, de l'origine jusqu'à l'époque où Meloche, en 1883, finit l'ensemble de la décoration. Donc, notre époque charnière pour la restauration, c'est toujours 1883. Donc, on ne reviendra jamais à l'origine du maître-autel. Okay. On va toujours garder avec la couleur que Meloche a mis dessus parce qu'il a tout intégré à son décor peint. Et donc, ça, c'est une des façons qu'on a décidé de faire pour que ça soit qu'on conserve l'uniformité, parce qu'il faut penser que sinon, on aurait un maître-autel d'une façon complètement différente qui ne s'intégrerait pas dans l'ensemble du décor actuel. Bien, Sébastien, à la lumière de ton expertise sur le sujet, je pense qu'il va falloir revenir parce que j'en parlerai encore des heures. J'ai l'impression plus on connaît, moins on connaît, finalement. Effectivement. Donc, je te réinviterai à ce point de culture qui est l'Église de Saint-Michel. Merci, Sébastien. Merci beaucoup. Merci à toi. Tant qu'à vous, bien, on se retrouve dans une prochaine émission. Merci d'avoir été là. À bientôt. Salut.